Bonsoir à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Merci de prendre le rendez-vous hebdomadaire de votre émission Info Hebdo. Info Hebdo, c'est deux rubriques, à savoir la rubrique des infos et le décryptage. Je reçois des confrères de rédactions diverses. Sans plus tarder, entamons cette randonnée informative avec la rubrique des infos qui nous fait le point de l'actualité tout au long de la semaine passée. Mercredi 8 mars 2017, le Conseil des ministres s'est tenu sous la présidence effective du chef de l'État Patrice Talon. À l'issue de ce conclave gouvernemental, 3 dossiers majeurs sont à retenir selon le traditionnel point de presse du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Pascal Irénée Koupaki. On peut citer entre autres le projet de décret portant transmission à l'Assemblée nationale pour autorisation de ratification de la Convention Médicrime, qui est une convention de droit pénal contre le trafic des faux produits médicaux et les infractions similaires menaçant la santé publique. Ensuite, le gouvernement compte mettre en œuvre le projet Réinventer la cité lacustre de Grambier à travers la réhabilitation de son habitat, de son cadre de vie et de sa protection environnementale. Et enfin, le Conseil des ministres a autorisé l'organisation d'une rencontre entre une délégation officielle du Bénin et les autorités françaises pour l'opérationnalisation du processus de restitution des biens culturels du Bénin en France. Toujours mercredi 8 mars dernier, c'était la journée internationale de la femme. Le Bénin, à l'instar des autres pays du monde, n'est pas resté en marge de la célébration de cette journée internationale. Ainsi, autonomisation socio-économique des femmes, un pas vers le développement du Bénin est le thème national retenu à l'occasion de la célébration de la journée internationale de la femme au Bénin. À cet effet, la ministre des Affaires sociales, Didiat Matisse, et plusieurs de ses collègues ministres du gouvernement, en collaboration avec les partenaires sociaux au développement, ont reçu les associations des femmes pour commémorer la dite journée au Palais des Congrès de Cotonou. Cette fête a été marquée par plusieurs plaidoyers, mais aussi et surtout a servi de véritable occasion pour des réflexions et des sensibilisations. La ministre des Affaires sociales a annoncé pour très bientôt le retour de l'octroi des microcrédits aux femmes. Lundi 6 mars 2017, le président de la commission chargée des réformes institutionnelles et politiques, Maître Joseph Diogbenou, était sur une émission spéciale sur les grandes options de la révision de la Constitution. Un grand rendez-vous télévisuel diffusé simultanément sur l'ORTB, sur Canal 3 Bénin et sur TV Carrefour. L'un des points abordés par le garde des Sceaux et qui a retenu l'attention est relatif à la consultation ou non du peuple sur les options prises par le gouvernement. À en croire Joseph Diogbenou, le peuple béninois ne sera pas consulté dans le cadre des réformes institutionnelles et politiques en cours, car le président Patrice Talon a été élu à plus de 65% des voix sur la base de son projet de société qui accordait une part belle aux réformes. En clair, le peuple a déjà validé la révision de la Constitution et il n'est point nécessaire d'aller à un référendum. De plus, le garde des Sceaux martèle qu'il ne s'agit pas d'une réécriture de la Constitution incluant une nouvelle république et les députés peuvent valablement porter la voix populaire dans le cadre des débats qui seront publics. Le décryptage de ce jour, c'est avec Arnaud Doumaou du quotidien Fraternité et Yannick Soumalon de l'événement précis. Arnaud Doumaou, bonjour. Bonjour Kader. Comment vous allez? Ça va. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Et Yannick Soumalon, à nouveau, bonjour. Bonjour Kader. Comment vous allez? Ça va. Alors, le président Patrice Talon décide de réviser la Constitution par voie parlementaire. Quel regard portez-vous sur ce fait? Je crois que le ministre Joseph Diogbenou, lors de son débat télévisé du lundi ou bien du dimanche dernier, est revenu longuement sur cette question. Sinon que le président Talon lui-même avait proposé la consultation du peuple, mais à en croire ce qui se passe aujourd'hui, la consultation n'est plus d'actualité. Donc directement le projet de révision sera envoyé au Parlement et puis les députés ils vont faire le débat et passer peut-être au vote. Donc je crois que c'est le plan tracé par le chef de l'État et je suis sûr que c'est ce plan qu'il est en train de suivre pour atteindre son objectif. Alors Arnaud, j'ai même vu, et on en a même lu dans le quotidien Fraternité, que la voie parlementaire serait l'idéal puisque le référendum serait, comment on appelle, onéreux pour les caisses de l'État. Alors vous pouvez nous expliquer davantage pourquoi vous avez choisi cette option? Non, pas que nous l'avons choisi. Pourquoi vous estimez cela? Non, c'est parce que vous savez que la Sénat réclame 10 milliards pour l'organisation d'un référendum. Toujours est-il que le chef de l'État ne peut pas à tout de go dire qu'il a la certitude que le projet passera par voie parlementaire.
parce que la Constitution elle-même a prévu les modalités de sa révision. Donc, la Constitution a prévu que le peuple soit consulté. Donc, si jamais le chef de l'État n'arrivait pas à obtenir le 4/5e au Parlement, il sera obligé d'aller au référendum. Donc, ce n'est pas parce que le chef de l'État a été élu par plus de 65% des Béninois qu'on va déclarer d'office, décréter que le peuple ne soit pas consulté. C'est toujours, mais l'avantage de la voie parlementaire, c'est ça que le quotidien Fraternité a écrit. Ça va nous faire bénéficier, ça va faire économiser les caisses de l'État, ça va pas faire saigner les caisses de l'État. 10 milliards jetés dans une élection, vous savez ce que ça coûte. Oui, mais Yannick Souleymane, beaucoup pensent, beaucoup estiment que quand même la révision par voie parlementaire est un complot sur le dos du peuple, parce qu'il s'agit juste d'envoyer des mallettes au Parlement et le tout est joué. C'est ce qu'estiment certains Béninois lambda. Bon, ne voyons pas les choses sur cet angle. Moi, je dis, autant tous les députés sont conscients de la situation actuelle du pays. Et si vous vous rappelez, il y a quelques jours, l'un des web activistes avait lancé sur les réseaux sociaux le fait que les députés ont déjà reçu leur part belle et qu'ils vont voter comme une lettre à la poste la révision de la Constitution. Oui. Mais automatiquement, il y a quelques députés qui ont commencé par se prononcer sur ce fait pour dire non, nous avons reçu le mandat du peuple et nous devons... Bon, je ne vais pas donner leur connotation. Tout ce que je sais, ils ont dit, ils ont martelé à travers leurs différentes déclarations qu'ils ne sont pas là pour acclamer du coup tout ce que le gouvernement fait. Il y a des députés qui ont démenti. Comme sur les 83. Tout le monde ne peut pas comme ça réagir à des rumeurs qui passent sur les réseaux sociaux. Nous avons reçu au niveau de l'événement précis le député Benossi il y a quelques jours, mais il a dit, on lui a posé la question, mais honorable, pourquoi vous n'avez pas réagi à cette rumeur? Il dit, mais en quoi est-ce que c'est important? Si nous savons nous-mêmes que nous avons reçu le mandat de la population et que nous avons un rôle à jouer dans la révision de la Constitution, il ne s'agit pas de prendre des sous, mais de voir si les propositions qui ont été faites sont pertinentes et si ces propositions-là vont dans le sens de l'amélioration des conditions de vie des populations. Donc c'est ça le plus important. Alors Arnaud, certains perçoivent ou certains estiment quand même que réviser la Constitution par voie parlementaire serait l'idéal, parce que si on révise la Constitution par voie référendaire, le président parti risque de faire voir échouer son projet de révision. Oui, évidemment, c'est normal, parce qu'aujourd'hui, même si 65% des Béninois ont voté pour le chef de l'État, est-ce que Patrice Talon a toujours ce Torah dans l'opinion publique avec les réformes? Donc vous dites qu'il est impopulaire un peu avec ces réformes? Pas impopulaire, mais si on avait des instituts de sondage qui devaient faire un travail aujourd'hui, on a constaté quand même que la plupart des Béninois quand même ne sont pas encore satisfaits par rapport aux promesses du chef de l'État. Mais qu'est-ce qui peut amener cette ambition-là? Vous savez aujourd'hui que le panier de la ménagère est de plus en plus en souffrance. Oui. Les opérations de déguerpissement, on n'a pas prévu des mesures d'accompagnement. Donc les femmes sont en train de crier. Les dames n'arrivent plus à rembourser les microcrédits. Ouais, mais mesures d'accompagnement, la municipalité en prend, la préfecture aussi en prend. Non, mais il y a un grand nombre encore dans la rue. Et quand vous remarquez dans nos rues aujourd'hui, il y a plus de vendeurs ambulants. Ce qu'il y en avait, il n'y en avait pas comme ça. On ne remarquait que beaucoup plus nos expatriés vendent dans nos rues. Mais aujourd'hui, prenez les grandes rues de Cotonou, vous allez constater que le nombre de vendeurs ambulants est multiplié. Donc c'est la preuve que les gens n'ont pas où rester, mais ils vont quand même manger. Maintenant, en parlant de mal-être au Parlement, je crois que le Bénin étonne toujours, comme l'a dit le général Mathieu Kéyekou. Le Bénin étonne, le Bénin étonnera. Vous avez vu le 19 mai 2016, où le tout-puissant Boni Yaye au pouvoir avait pensé prendre le contrôle de l'Assemblée nationale. Vous voyez, ça s'est joué sur un point d'écart. Et c'est le président Mbedi qui est passé en défaveur, bien sûr, du ministre Komi Koutié. Donc nous pouvons toujours espérer. C'est vrai que nous pouvons toujours espérer. Et espérer que les députés ne vont pas vendre le pays. Parce qu'il y a quand on parle de la révision de la Constitution, il faut apprécier les points sur lesquels les options du pouvoir Talon. Est-ce que ces options-là, on peut s'engager dans ces options pour que, à l'avenir, pour que ça arrange le Bénin à l'avenir, ou cela, d'ici quelques années, va encore poser des problèmes. Donc nous allons pouvoir faire confiance, on n'a d'ailleurs pas le choix, faire confiance aux députés pour qu'ils puissent mieux étudier le projet de révision, enlever ce qu'il faut enlever, et s'il n'y a pas d'accord au Parlement, que l'on passe au référendum. Le peuple en appréciera. On a besoin. Alors, Yannick Souleymane, avez-vous confiance aux députés béninois?
Pourquoi pas? Ce sont nos élus. Oui. Ce sont nos élus et je crois que leur position là-bas, ce n'est pas d'abord eux, leurs intérêts, mais plutôt l'intérêt du peuple. Donc, comme l'a dit Arnaud, ayons confiance en eux et si ça ne part pas, on ira au référendum. Est-ce que vous doutez qu'il y ait des possibilités de corruption à l'Assemblée nationale? Ça, là, ça ne manque pas. Ça ne manque pas. Est-ce que leur conscience serait perméable à cela? On ne peut pas. Bon, autant ils sont aujourd'hui au Parlement, la majorité d'entre eux, on prépare des fauteuils ministériels. Donc, c'est sûr que derrière eux, il y a des casseroles, des dossiers sales. Donc, de peur que ces dossiers-là soient révélés au grand jour, bon, ils seront obligés de faire le jeu. Le Bénin est en train d'être révélé, là. Bon, c'est pas moi qui le dis. Yannick Loussoumano, merci à vous, Arnaud. On va changer de sujet. On va parler de la lutte contre les faux médicaments en République du Bénin. Arnaud, comment percevez-vous, ou comment appréciez-vous cette opération Pangea 9? Opération Pangea 9, bon, il faut dire que tout le monde est d'accord que les faux médicaments, ce n'est pas conseillé. Tout le monde est d'accord sur le principe, sur le fait. Mais toujours est-il que le mode de fonctionnement du pouvoir, c'est ça qui laisse à désirer. On ne peut pas estimer qu'une société d'État, Sogema, la Sogema, loue des boutiques à des dames qui paient des redevances à la Sogema et donc sont installées. Et tout le monde sait, tout le monde connaît Adjegoulé. Donc, ce n'est pas que le gouvernement découvre, se réveille de son sommet brutalement et découvre Adjegoulé. Mais pourquoi ne pas dire, pourquoi ne pas demander à la Sogema de donner préavis à cette dame-là qui vendent pour qu'elle puisse déguerpir des lieux? Mais si elle déguerpissait des lieux, la marchandise allait rester, non? Il y aurait quand même le stock, puisque l'opération, je rappelle, consistait à intercepter, saisir et engager des poursuites judiciaires à l'encontre des vendeurs de ces médicaments falsifiés. Bon, déguerpir, qu'est-ce que cela veut dire en réalité? Est-ce qu'elles vont laisser les médicaments dans les boutiques et fermer partie? Une fois que ces médicaments sont saisis, on sait que ces dames n'ont plus en possession ces médicaments. Oui. Donc là, déjà, c'est une réussite. Mais je continue aussi de condamner la procédure. Oui, vous suggérez quoi? On aurait pu attaquer les grossistes. On les connaît, ces dames. Mais les grossistes même sont encore à Adjegoulé. Bon, je suis d'accord, mais il y a ceux qui tissent même les ficelles du circuit des faux médicaments. Oui, ce sont ceux-là en réalité, c'est pas moi, ce sont ceux-là en réalité qu'on devait prendre. Mais quand on s'attaque à des femmes qui ne font qu'exercer leur job quotidien pour pouvoir survivre, bon, je crois que c'est un peu trop parlé. Et puis, on les assigne encore en justice. Vous avez vu le cas de Nati Tengou. On les a assignés en justice, mais Arnaud et Yannick, on les a quand même libérés. Libérés, mais avec emprisonnement, sursis. Oui, mais quand même, elles sont libérées. L'essentiel, c'est qu'elles recouvrent quand même une liberté provisoire, une liberté entre griffes, non? Encore que vous savez, c'est un secret de polichinelle que ces faux médicaments parfois se retrouvent dans nos offices de pharmacie. Dans les pharmacies. Nombreux sont ceux-là, ces pharmaciens qui vont s'approvisionner à Adjegoulé, on les connaît. Mais l'Ordre national des pharmaciens a déjà effectué une conférence de presse, ils ont émis leur doléance et on pense que le président Patrice Talon va les prendre en compte puisqu'ils disent en fait puisqu'il y a deux ordres en fait et selon leur point de presse, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est quand même Adjegoulé qui a initié mais qui a engendré la création du second ordre. Évidemment. Et quelque peu, il y a une sorte de règlement de compte avec le pouvoir qui est venu. Parce que dans ce gouvernement, il y a un ministre qui a fait des promesses en son temps pour dire que si nous accédons au pouvoir, nous allons régler cette affaire d'Adjegoulé. Il a tenu promesse. Oui, je ne vais pas citer moi du gouvernement. Je ne vais pas citer, mais bon, je ne rentre pas dans les débats contradictoires, mais je tiens quand même à apporter l'information selon laquelle, lors de leur point de presse, le docteur Andebois disait quand même qu'ils ont envoyé une notification à tous les candidats lors de l'élection que le problème d'Adjegoulé, c'est une problématique pour le Bénin et pour la santé publique. Vous avez connaissance? Naturellement. Alors, selon vous, est-ce que c'est un règlement de compte, comme le dit Arnaud? Bon, il faut reconnaître une chose. L'ordre qui est le plus reconnu, il faut dire qu'il y a une mafia à ce niveau. Il y a des jeunes pharmaciens qui demandent... Déjà? Je ne le dis pas. C'est lequel qui est le plus reconnu selon vous? L'ordre national. C'est l'ordre national qui est le plus reconnu. C'est le plus reconnu. Tout court. À ce niveau, il y a une mafia. Et il y a des jeunes pharmaciens qui demandent l'agrément pour ouvrir des officines de pharmacie. Ils n'en ont pas. Ils sont nombreux aujourd'hui. Ceux-là, peut-être, sont au chômage. Sinon, ils travaillent à côté d'autres. Est-ce que les conditions requises ne sont pas un peu corsées, ce qui fait que ces jeunes-là trouvent que c'est un peu pénible? Bon, on parle de carte nationale des pharmacies ou bien carte géographique des pharmacies. C'est-à-dire qu'il y a des conditions. Si dans la zone où tu veux implanter ton officine, il y a déjà une pharmacie qui a une distance donnée,
on te dit non, c'est pas possible, tu ne peux pas rester là parce qu'il y a déjà proximité entre les deux pharmacies. Donc il y a est-ce que vous ne trouvez pas une logique dans ce qu'on leur reproche, Arnaud? Non, vous savez que vous n'allez pas envoyer votre enfant à l'université, faire 7 ans et sortir un docteur en pharmacie, et que vous ayez les moyens pour l'aider peut-être à apporter un projet d'ouverture d'une officine de pharmacie, pour qu'on vous dise que non, que c'est impossible. Ouais, aujourd'hui. On peut avoir les pharmacies dans toutes les rues. Le problème, que ce soit bien réglementé. C'est ça. C'est le fait qu'il n'y a pas de pharmacie dans toutes les rues aujourd'hui que nous avons ces problèmes de faux médicaments. On constate qu'il y a une concentration de pharmacies à Cotonou. Pourquoi le jeune pharmacien qui construit ne veut pas aller peut-être à Igolo ou bien à Ifanyi pour aller construire sa pharmacie, alors que là-bas, il y a peut-être à peine que 2? Non, mais justement, il y a la politique des prix. Il ne faut pas oublier que Cotonou, c'est la capitale économique. Si vous avez peut-être plus... Ça veut dire que c'est un job, en fait. C'est un business. C'est un business, c'est normal. Si vous avez plus de moyens d'aller à une pharmacie, ce n'est pas la même chose que le Béninois qui vit à Ifanyi. Qui n'a pas les moyens. Il n'a pas les mêmes moyens. Donc, lorsque, forcément, vous érigez une pharmacie à Cotonou et quelqu'un érige une pharmacie à Ifanyi, vous n'allez quand même pas faire le même chiffre d'affaires. Yannick Soumano, certaines de ces vendeuses de faux médicaments disent en fait que leurs médicaments ne sont pas des médicaments falsifiés, en d'autres termes, ne sont pas de faux médicaments, que ce sont juste les conditions de conservation qui diffèrent de la pharmacie. Encore qu'il y a d'autres pharmacies qui sont quand même sous brasseur comme à Djegoulet. Bon, je crois qu'à ce niveau aussi, c'est pertinent. Parce que moi, j'ai lu des documents et je crois que le thème faux médicaments est juste sorti par les Occidentaux pour pouvoir anéantir le marché indien. Parce que les industries pharmaceutiques du continent asiatique ont pris le pas avec la multiplication et le dosage de certains produits qui fait que les produits occidentaux ont commencé par avoir de rechute. Donc, c'est surtout pour lutter contre les industries pharmaceutiques asiatiques qu'ils ont sorti ce thème-là. Et l'Afrique est spécialisée dans l'approvisionnement via l'Asie. Il y a un circuit. Donc, c'est pour condamner ou bien pour anéantir ce système qu'ils ont sorti l'appellation faux médicaments. Sinon, il y a beaucoup qui le disent, même des docteurs informatiques qui disent oui, nous sommes d'accord, ce n'est pas des médicaments qui sont fausses. Ils ont été construits, ils ont été élaborés dans des industries bien reconnues qui ont des brevets, qui ont des agréments. Mais quand ils viennent ici, comment est-ce que nous les entretenons? Comment est-ce que nous les conservons? Je suis d'accord avec ces dames qui proposent ces arguments-là pour pouvoir continuer leur job. Alors, est-ce que vous percevez cette problématique comme avec l'essence, on dit l'essence frelatée, l'essence de station, les médicaments falsifiés et les médicaments génériques? Est-ce que vous voyez le même rapprochement? Oui, pratiquement, ce que j'allais dire, c'est ce qui est sûr, les faux médicaments ne vont pas disparaître du Bénin. Oui. Vous savez que on aura plus à Djegoulet, mais il y aura d'autres à Djegoulet, dans nos maisons, dans nos quartiers. Parce que, justement... Mais le ministre de la Santé a sorti un communiqué pour poursuivre ces vendeurs ambulants et d'arrêter toutes ces personnes qui vont le faire à la maison. Donc, c'est pourquoi c'est un faux problème. C'est un faux problème. Aujourd'hui, on vend l'essence frelatée à la barre du gouvernement, au vu au-dessus de tout le monde. On n'arrive pas à arrêter. Mais ça a diminué quand même, il y a eu un frein. Non, il y a quel frein? Vous ne vous approuvez pas forcément dans une station-service? Moi, je pense Emilien, donc je ne sais pas où il achète son essence. Alors, merci à vous, chers confrères, pour les échanges. Merci à vous, Arnaud Domaon. Je rappelle que vous êtes du quotidien Fraternité. Et Yannick Soumano, vous êtes journaliste au quotidien Événements Précis. Merci à vous pour ces échanges. Mesdames et messieurs, c'est sur ces mots que je mets un thème à cette émission. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve le week-end prochain pour un autre numéro. Agréable week-end à vous.